on se rend compte que ça les a énormément marqués. Et donc ils ont gardé ça en quelque sorte dans leur mémoire jusqu'à la fin de la guerre. Et quand la guerre était finie, il n'y avait plus de raison de se taire, puisque tout le monde avait en souvenir cette scène d'exécution, mais il n'y avait plus de raison de se taire pour gagner la guerre ou pour protéger l'armée. Et donc on pouvait revenir ce qui a été considéré comme des injustices. Et donc en fait ce qu'il faut rappeler, c'est que les premiers à avoir dénoncé, surtout en France, mais il y a eu aussi des campagnes en Angleterre, les premiers à avoir dénoncé les exécutions, c'est les anciens combattants eux-mêmes qui avaient envie de dire, ben oui, mes camarades de tranchée qu'on a fusillés, on les a fusillés pour des motifs qui sont tout à fait futiles, parfois ils étaient malades, et vous savez, parfois c'était très ambigu. Parce que, je vais vous donner un exemple qui est un peu cru, mais il y a un soldat, on est en 1915, on est dans les offensives d'Artois, il y a un soldat qui monte aux tranchées, et puis il disparaît. Il disparaît, donc on commence une procédure judiciaire contre lui, et il dit en fait j'étais malade, j'avais la dysenterie, donc je ne pouvais pas monter aux tranchées parce qu'évidemment rien ne fonctionnait de mon estomac, etc. Et donc je suis allé au poste de secours, mais sans demander d'ordre. Alors comment voulez-vous trancher? Est-ce qu'il était vraiment malade? Est-ce qu'on peut retrouver le médecin? On est en pleine bataille. Et donc on a décidé qu'en fait il avait abandonné son poste en présence de l'ennemi, ce qui signifie la mort. Alors que lui dit simplement j'avais la dysenterie, j'avais la diarrhée, pour aller vite, je ne pouvais pas monter au front. Donc vous voyez, c'est très délicat de juger. Et les anciens combattants ont dit ça, c'est pas des motifs pour fusiller un homme. Tout le monde a craqué en montant au front, ça arrive à tout le monde d'abandonner son poste. Et donc cette justice, elle était expéditive, elle était sommaire, et surtout elle ne tenait pas compte des conditions médico-psychologiques des soldats. Et ce que les Anglais notamment vont appeler la question du shell shock dans l'entre-deux-guerres. Et donc ça va susciter tout un ensemble de débats. Donc les anciens combattants sont les premiers, dès les années 1920, à dire il faut revoir ces exécutions. Et donc, en France comme en Angleterre, c'est pas les mêmes campagnes, mais par exemple, il y a une commission d'enquête en Angleterre qui s'appelle Inquiry to Shell Shock Questions, donc une commission sur les questions du shell shock, qui va essayer de voir exactement ce qui s'est passé. En France, c'est tout autre chose, il y a un certain nombre de cas de soldats qu'on va considérer comme exécutés à tort. Les anciens combattants disent qu'il faut les réhabiliter, il faut casser leur jugement, ils ne méritent pas leur peine. Donc vous voyez, quand on dit aujourd'hui, ah oui, il est enfin temps de lever un tabou sur ce problème de la Grande Guerre, c'est une vision de l'esprit, il fallait dès les années 20 réhabiliter un certain nombre d'entre eux, et parfois surtout c'était des exécutions collectives, puisque vous aviez plusieurs soldats, plusieurs sous-officiers qui avaient été fusillés. Et puisqu'on parle de littérature, les romanciers aussi ont participé à cette mémoire. Il y avait donc la mémoire des anciens combattants, mais en fait, dès la guerre elle-même, vous avez un roman qui est le plus célèbre en France, qui est Prix Goncourt, Le Feu de Henri Barbusse, qui est un roman un peu oublié, mais qui à l'époque était un des écrivains les plus connus de la France de l'entre-deux-guerres, qui va consacrer un chapitre, on est pourtant en pleine guerre, à une exécution. Et le deuxième roman le plus célèbre dans la France des années 20, c'est le roman de Roland d'Orgelès, qui s'appelle Les Croix de Bois, 1919, qui lui aussi a eu un grand prix littéraire. Et bien Roland d'Orgelès aussi consacre un chapitre à une exécution. Donc c'est vous dire que si on se place même en 1925, vous avez des fusillés dans les romans de guerre les plus célèbres, vous avez des anciens combattants qui en parlent tous les jours dans la presse. Et donc du coup, pendant des années et des années, on en a parlé. Ensuite, il y a eu la Seconde Guerre mondiale, donc ça a été un peu oublié. Et puis, il y a eu des moments de remobilisation sur cette mémoire, notamment la guerre d'Algérie. Et un des films qui a fait revivre la mémoire des fusillés, que peut-être certains d'entre vous ont vu, c'est Les Sentiers de la Gloire de Stanley Kubrick, The Path of Glory, et donc qui évidemment avait pour cadre une histoire de fusillés français. Ça a été un immense succès dans le monde entier, c'est un film américain, il a été projeté en Allemagne, il a été projeté en Angleterre, en Belgique d'ailleurs, et pour tout vous avouer, en fait les Français venaient le voir en Belgique parce qu'il n'avait pas le droit d'être projeté en France, parce qu'on était en pleine guerre d'Algérie, et donc il y avait des trains entiers de militants de gauche qui venaient à Bruxelles pour voir les Sentiers de la Gloire, parce que évidemment le commandement avait fait en sorte qu'il ne puisse jamais être projeté en France. Donc le Canard enchaîné avait même organisé tout un train pour que les spectateurs français viennent à Bruxelles voir les Sentiers de la Gloire. Donc là, ça a été évidemment un moment, du coup, on a rediscuté des exécutions, d'autant que la France était en guerre. Et puis on a, si vous me permettez encore une seconde, un troisième temps de mobilisation, c'est, et d'ailleurs, Elisabeth en est un élément, c'est le retour de mémoire qu'on retrouve dans la génération des petits-enfants depuis une trentaine d'années. C'est-à-dire des gens qui vont massivement réinvestir l'histoire de la Grande Guerre en France et en Angleterre, aussi en partie en Italie, en Belgique en partie aussi. C'est-à-dire qu'on a vraiment un retour de cette Grande Guerre comme un événement qui marque les familles et que les familles interrogent.
Et donc, vous le voyez d'ailleurs, c'est le thème de ce salon, mais en France et ailleurs aussi, il y a des milliers de livres qui sortent, parfois chez les petits éditeurs localement, sur les souvenirs du grand-père, sur le grand-père dans la Grande Guerre. Donc aujourd'hui, la Grande Guerre, c'est un thème mémoriel très fort. En France, en Angleterre, c'est la même chose. Vous avez des romanciers, vous avez des blogs, vous avez des films, vous avez des séries, etc. Et donc dans cette mémoire, si vous voulez, dans cette ébullition du souvenir, dans ce retour en force de la Grande Guerre, les fusillés vont jouer un rôle important parce que c'est une question qui est toujours restée très obsédante, parce que en quelque sorte, c'était la violence dans la violence. Il y avait déjà une scène, une violence inouïe, la Grande Guerre, hein. Je vous rappelle, donc 10 millions de morts, que des jeunes hommes. Donc évidemment une boucherie inouïe, et à l'intérieur de ça il y avait encore une violence suprême, c'était la violence de ceux qui ne sont pas morts glorieusement, entre guillemets, pour leur patrie, pour la France, et qui sont morts des balles de leur propre camp. Donc d'une certaine manière, dans notre mémoire contemporaine, depuis les années 90, c'est devenu en quelque sorte une forme de violence dans la violence, et du coup ça a encore une très forte présence, hein. Et vous savez qu'en Grande-Bretagne, hein, il y a eu une campagne très active, encore plus active qu'en France, hein, pour la réhabilitation de ces fusillés. Donc on est dans un environnement finalement en quelque sorte de renaissance ou de retour du souvenir, hein, qui est extrêmement frappant. Merci beaucoup. Vous pouvez réagir tout de suite. In British soldiers were shot falling asleep if they were on duty. They were shot, in one case, a sergeant with a very good record was running down a trench. He left his weapon across the trench because he knew the Germans were right behind him. So he blocked the trench and he was shot because he left his weapon behind. Some of the cases were very small and they often depended on how well the company were doing, how good morale was, whether the soldiers were being difficult, so they would shoot one on quite a small military offence. But in England also, there's one problem is that there's a great movement of pardons. The other is that the names of the dead who were shot are not on our war memorials. Every village in England has a memorial with the names of their lost soldiers, and these villages want these names to go back. And in some villages, they're just putting them on now. They want the names of the boys in their village, however they died. But it's a very political debate. And as the centenary comes, more so. And particularly, I don't know in France, we sentenced 3,000 men to be shot. We shot 346, 3 officers, all the rest were soldiers. And officers committed quite serious offences, rape of children, murder, refusing to go forward. They always were sent home, or they had some minor punishment. And this is now being revisited as a problem for us. The British class system kills working men, and it doesn't kill the upper classes. So, and this is still discussed every week in our newspapers now. J'aimerais donner l'exemple d'un sergent qui avait laissé ses armes dans une tranchée pendant la guerre pour bloquer l'accès à la tranchée aux troupes allemandes. Et il a été condamné à être fusillé parce qu'il avait laissé son arme derrière lui. Donc ici, on peut constater que souvent, les décisions de fusiller un soldat ou pas dépendent beaucoup du moral des soldats à ce moment-là, des conditions plus ou moins difficiles. Et en Bretagne, il faut préciser qu'il y a un grand mouvement, une grande campagne en faveur des pardons et des réhabilitations de ces soldats fusillés. Et notamment dans les villages, pour les monuments aux morts, les noms de ces soldats ne figurent pas sur les monuments aux morts, mais de nombreuses personnes voudraient qu'on les y ajoute, parce qu'ils veulent tout simplement que tous les noms y figurent, peu importe comment le soldat est décédé. En tout, il y a 346 soldats qui ont été fusillés en Grande-Bretagne et seulement 3 officiers. Ici, on voit la différence de traitement entre les soldats tout simples et les officiers, qui pourtant commettaient des délits assez graves, comme par exemple des viols sur des enfants, ou même des meurtres, ou des refus d'obéir, mais on les renvoyait simplement à la maison où ils avaient seulement une petite punition.
eh bien, ce sont des choses dont on parle en permanence, encore aujourd'hui en Grande-Bretagne, et ça fait régulièrement la une des journaux. Encore une question pour Elisabeth Speller. On a beaucoup parlé des hommes et du fait que la guerre est une histoire d'hommes. Si je regarde la couverture de votre roman, c'est évidemment une femme. Et ça qui m'a aussi intéressé, c'est que vous abordez pas seulement la question de la génération meurtrie, mais surtout la possibilité ou l'impossibilité pour les femmes de partager cette expérience. Donc la question du retour à la normale, aussi dans le couple, dans les familles, etc., et donc des questions hommes-femmes est centrale dans votre livre. Déjà parce que la personne qui déclenche l'enquête est une femme, Marie Emmett, la femme de l'officier qui s'est suicidé. J'aimerais que vous reveniez justement sur cette question des femmes, de l'intime et des familles dans cette transmission, cette non-transmission de l'expérience de guerre. I did quite a lot of research on the families whose soldiers came home. One of the things that I was not surprised, but I was shocked, was there was a very high level of domestic violence of men who came back at a time when this was a very private problem. Marriage was a private problem. Unless a man actually killed her or injured her, this would probably not be noticed. And a lot of priests and vicars wrote in their diaries that they had people in their villages where they knew the men, the soldiers, were beating their wives, and they'd come back violent, but they kept quiet. The British are quite good at keeping quiet about difficult things, and this certainly occurred. But many of the men, good men, didn't want to speak to their families and tell them they wanted the war to be back there in the history, and they could have a life where their wives were innocent, I think, of what had happened. Comme je vous l'ai dit, j'ai effectué beaucoup de recherches sur les familles dont les soldats étaient rentrés de la guerre, donc ils étaient revenus à la maison, et j'ai été assez choquée, mais pas tout à fait étonnée, de constater le haut niveau de violence domestique qu'il y avait au sein des foyers de la part de ces soldats. À l'époque, le mariage était une question encore très privée, on n'en parlait pas, et beaucoup de prêtres avaient en fait écrit dans leurs journaux personnels qu'il y avait beaucoup de soldats qui battaient leurs femmes quand ils rentraient à la maison, mais on n'en parlait pas. Il faut dire que les Anglais sont doués pour ne pas parler de ce genre de choses, c'est très privé. Et donc, il faut également dire que beaucoup de soldats ne voulaient tout simplement pas parler de ce qui s'était passé durant la guerre, ils voulaient que cela reste derrière eux et que leur famille ne soit pas au courant. Une question pour Nicolas Offenstadt. Les fusillés restent aujourd'hui en France un thème brûlant de l'actualité politique. Vous avez participé à la confection du rapport sur les fusillés avec d'autres historiens français de renom. Est-ce que vous pourriez nous dire d'une part un mot sur la genèse, mais aussi les suites éventuelles qu'aura ce rapport, et plus largement la question de l'instrumentalisation de la question des fusillés aujourd'hui et des risques des risques que ça peut poser pour une historiographie plus apaisée des fusillés. Oui, tout à fait. En fait, on a été saisi par le gouvernement français, un collège d'historiens qui ont travaillé sur cette question, pour lui remettre un rapport pour savoir comment traiter aujourd'hui la question des fusillés, parce qu'en France, il y a une campagne qui est menée par des mouvements de gauche, la Ligue des droits de l'homme, les anciens combattants communistes, des mouvements comme la Libre Pensée, qui sont avec beaucoup de militants trotskistes dedans, mais qui sont très actifs et qui sont soutenus par quelques figures, notamment des grands syndicalistes, qui demandent que ces soldats soient réhabilités. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais ça voudrait dire sans doute passer par le droit. Et donc le gouvernement nous a demandé de faire un rapport pour faire l'état des lieux, de savoir ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut, en quelque sorte, donner une ampleur à cette question? Est-ce qu'il faut au contraire minimiser, enfin. Et donc on a remis un rapport au ministre de la Défense il y a quelques temps, pour le président de la République, et on avait fait un certain nombre de suggestions, et il a repris celles que nous avions mis en avant, sans avoir à trancher, parce que moi comme historien, je n'ai pas de position, enfin j'en ai une comme citoyen. Si on discute au café, je vous
dirai ce que je pense de la question, mais là vous m'écoutez comme historien, donc je vous essaie de vous dire les choses comme je les connais. Hein. Et donc, comme historien, nous avons tous donné les possibilités qui se présentaient au président de la République. Dans son discours du 11 novembre, qui a eu lieu le 7 novembre, en réalité, un des discours dit pour le 11 novembre dernier, il a suivi les conclusions de notre rapport et il a proposé deux choses pour les fusillés français de 14-18. La première chose, c'est que leurs dossiers vont être mis sur Internet. Hein, c'était une suggestion. Comme ça, chacun pourra se faire une idée de ce que c'est que la justice militaire. Hein, et donc, il n'y aura pas de tabou. Hein, il n'y a pas de tabou, je vous l'ai dit, parce que les anciens combattants en parlaient. Mais là, c'était quelque chose d'important. Chacun pourra se faire une idée. Si tant est qu'il faut avoir quand même un certain nombre de connaissances aussi sur la guerre pour comprendre un dossier de justice militaire. La deuxième axe qui nous paraissait important, c'était que ces fusillés aient une présence mémorielle. Et nous avons suggéré, officieusement ou officiellement, pour tout vous dire, que ce soit au musée de l'armée, aux Invalides, qu'on dédie une salle à l'histoire des soldats qui ont été exécutés en 14-18. Pourquoi le musée de l'armée? D'abord parce qu'à Paris, c'est un lieu extrêmement visité, un des plus grands musées parisiens, parce que l'armée, après tout, c'est son histoire, hein, c'était des soldats sous l'uniforme, hein, et donc du coup, on a demandé ou proposé que le musée de l'armée accueille un espace spécialement dédié à l'histoire de la justice militaire en 14-18, et en particulier des fusillés. Et évidemment, ça suscite un certain nombre de questions, de débats, on va y revenir. Mais pour moi, c'est une bonne solution parce que faire un espace muséal dédié aux fusillés, c'est en quelque sorte aussi permettre à chacun de se faire une idée sur ce qui s'est passé. Alors que si vous employez la loi, une fois que la loi sera passée, ça n'aura pas de vertu pédagogique particulière. Tandis que installer l'histoire des fusillés au cœur de Paris, dans un grand musée militaire, c'est évidemment donner une possibilité à chacun, un Français ou étranger, de suivre cette histoire-là. Et pour vous dire, j'ai reçu juste avant de partir à Bruxelles une lettre du directeur du musée de l'armée qui m'a demandé de venir avec d'autres historiens former un comité scientifique pour que cette salle soit mise en place. Donc apparemment, le président de la République, ici, une fois n'est pas coutume, a été rapide et efficace. Apparemment, le processus est lancé. Et donc, je sais que par ailleurs, le général André Bach, qui a aussi beaucoup travaillé sur cette question, s'occupe de la numérisation des dossiers. Donc là, c'est vraiment un chantier qui, dans la mémoire française, avance rapidement. In England, we've already established now a memorial to all the shot soldiers, and it has a statue of the youngest soldier who was 17, Private Burton. And it's not in London, it's right out in the countryside, and it's very popular. It's visited by huge numbers of people, and all the names of shot soldiers are there. So we have that, we moved that far. But the debate then moves on to should they be pardoned, and that's a very difficult political problem. And also one of our former Prime Ministers, Edward Heath, when he left his last speech as Prime Minister, he finally told the world that he had been on a firing squad as the officer, and he had to administer the coup de grace to the injured but not dead soldier. And he suddenly, this was in the Second World War, but he suddenly said, I was on a firing squad. And that opened the debate, which is now run and run, about pardoning the soldiers. En Angleterre, nous avons déjà mis sur pied un mémorial à la mémoire des soldats fusillés. Et il y a au sein de ce mémorial une statue du plus jeune soldat fusillé qui avait seulement 17 ans. Cela ne se trouve pas à Londres, c'est un plan d'or à la campagne. Et c'est un mémorial très populaire, il y a beaucoup de gens qui se rendent pour rendre hommage à ces soldats. On peut d'ailleurs voir la liste de tous les noms des soldats fusillés. Donc c'est quelque chose que nous avons déjà fait. Un ancien Premier ministre anglais, Edward Heath, lors de son dernier discours, a lui-même avoué devant le monde entier qu'il avait été officier lors d'un peloton d'exécution, même si c'était pendant la Seconde Guerre mondiale, et que c'est lui qui avait ordonné le coup de grâce de plusieurs soldats. Ça a donc permis de rouvrir le débat à ce sujet. Merci. Le débat s'achève tout doucement parce que Nicolas doit courir à 13h pour un autre débat à l'autre bout du salon. Un dernier mot sur le dernier projet. En fait, les carnets, enfin la Grande Guerre, carnet d'un centenaire, coécrit avec André Loez. Est-ce que tu peux nous dire en une minute quelle était l'idée et qu'est-ce qu'il y a de neuf finalement là-dedans?
Oui, en fait, on a voulu écrire une autre histoire de la Grande Guerre qui ne soit pas une histoire ni chronologique, ni seulement militaire, mais une histoire en quelque sorte qui donne de nouvelles entrées, qui permettent autrement de raconter la guerre. Donc on a décidé de raconter la guerre par des biographies qui permettent de visiter finalement tous les continents en guerre à travers des personnages, une militante arménienne, un soldat noir américain, un militant communiste hongrois. Bref, une histoire par les hommes, une histoire par les objets, une histoire aussi par les mots. Donc à chaque chapitre est en fait une histoire à part, qui recompose la guerre, une guerre véritablement mondiale, mais sans passer par un récit habituel, pour que chacun puisse en fait se faire sa grande guerre, vue d'une perspective d'en haut et d'en bas. On a beaucoup parlé de gens qui sont inconnus, de personnalités qui ne sont pas dans les manuels, pour donner finalement une autre image. Je dirais que si je devais caractériser en une phrase, ce serait une guerre d'en bas, où chaque individu peut retrouver une forme de destin à travers ce livre, et une guerre aussi mondiale, puisque on a essayé de donner une vision à travers des lieux, je disais des objets, des personnages, des lieux. On a essayé de guider le lecteur, depuis aussi bien des mémoriaux aux mutins de la marine allemande à Rostock, jusqu'à un mémorial en Guinée qui rappelle la guerre au Cameroun. Merci beaucoup. Je conclus non pas par une question mais par une information, c'est-à-dire que Elisabeth Speller continue son travail de romancière et continue à être fascinée par la Première Guerre mondiale, vu qu'elle a publié cette année en anglais un nouveau roman sur cette période qui s'appelle A Break of Day. 1st of July dans la version américaine du livre. Je voulais aussi vous dire que Nicolas Offenstadt sera à 16h en dédicace au stade Albin Michel. Je voulais vous remercier pour votre attention et votre participation à ce débat.